avec toi, on va parler de plein de choses. Parce que tu es aussi quelqu'un, on avait notre cher ami qui est dans le chat que je salue, dans l'œil du cyclone. Et c'est vrai que toi, la langue des oiseaux, tu la pratiques aussi, tu la décortiques sur ta chaîne, c'est super intéressant. Et vas-y, c'est parti. Libre à toi. Oh. Alors, puisque j'ai une ouverture aussi grande, j'y vais. Alors, je vais parler en fait un petit peu de la vision, de l'œil, du soleil, puisque après, il me semble que tu veux parler d'Égypte. Mais avant de rentrer dans le sujet, en fait, j'aimerais faire quelques petites considérations, puisque j'ai pas pu intervenir la semaine passée sur la notion d'image en lien avec la langue des oiseaux, etc. Donc, en préambule, j'aimerais en fait rapidement aborder l'ignorance. Parce qu'il fut un temps, et ça tu l'as bien dit avant, où la science s'acquérait, alors que maintenant l'instruction, elle se reçoit plutôt. Et pour prendre conscience de notre ignorance, il faut en fait un certain recul par rapport à nos préjugés, les opinions, et c'est proprement l'allégorie de la caverne, hein, où Platon il va imager l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Donc l'ignorance comme possibilité de découverte. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je conseille vivement la lecture, je peux le mettre dans le chat là, du livre d'Abel Bonnard qui s'appelle Éloge de l'ignorance. Exactement, où il dit que le fait d'être ignorant, cela laisse la place au doute qui fait naître la curiosité qui elle-même permet de mesurer l'évolution de notre connaissance. Et Bonnard il dit à cet effet qu'il y a deux temps dans la recherche. Un premier temps où ton esprit il amasse, et un second temps où il revient héroïquement sur son butin pour en contester la valeur. J'aime beaucoup cette phrase. Et philosophiquement, c'est cette posture qui m'a poussé à m'intéresser à la langue des oiseaux. Et ici, tu l'auras compris, je me fais un peu le défenseur de Buren Steinas par rapport au live précédent, parce que je trouve qu'on manque un peu de bienveillance. Au sens où Buren Steinas, quoi qu'on puisse en penser, il a permis à beaucoup de personnes, dont moi, de s'intéresser aux mots qu'on emploie et chercher un sens et surtout une élévation. Tu vois, entendre et voir les mots différemment. On en a parlé en privé, c'est exactement la même remarque qu'on m'a fait quand Tabibio était passé, qu'on a taclé... Avec Soral. On a taclé Soral, et c'est vrai que moi, c'est la même période, 2010, 2011, j'étais à Shanghai, je vivais à Shanghai, je découvre, on m'envoie, à l'époque c'était les méga uploads, je découvre le voyage alchimique qui part de Bruxelles de Buren Steinas. C'était la grande période. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a eu 2012, vous savez, 2012, le calendrier Maya, il a eu lieu. La droite, le milieu de la dissidence, la dischiasdance, ce que vous voulez, elle s'est vraiment pétée en 2012. Exactement, plus ou moins en décembre. C'est Dieudo avec son ananas assurance de merde, qui était du courtage à la con, qui nous avait vendu, qui nous avait teasé pendant 2 ans au moins. Ouais, j'ai tout changé le système. C'est Soral qui fait ses vidéos payantes. C'est tout un tas de trucs qui fait que tout le monde s'est, on va dire, tiré dans les pattes et que ça a été un gros bordel. La naissance de Conversano, tous ces trucs. Et Buren Steinas, effectivement, moi je le tacle souvent parce que ces jeux de mots, ils sont sympas et voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. En même temps, s'il n'était pas venu à cette période de ma vie, moi je connaissais déjà la langue des oiseaux, il n'y a pas de problème. Moi j'écoutais Baglis à l'époque. D'ailleurs je salue, je fais un gros clin d'œil à Baglis TV dans ma prochaine vidéo. Donc la langue des oiseaux c'est connu. C'est vrai qu'il a démocratisé le truc de manière assez sympathique, parce que son reportage, les gars avec qui il a fait là, sa première vidéo là, je trouvais assez bien foutu. Un peu Arte compatible. Surtout en fait, ce qu'il a permis, moi je trouve, Buren Steinas, c'est en fait d'amuser. Tu vois, de découvrir. Et quand l'âme elle s'amuse, ton âme elle s'adoucit. Et puis lorsque ton âme s'adoucit, elle est disposée à apprendre. Tu vois, je vois ça avec mes 2 enfants, puis je le vois avec mes élèves au quotidien. Donc cette âme-là, elle désire en fait savoir. Et Buren Steinas, pour le coup, tu parles de jeu de mots, mais en disant que savoir, c'est voir ça, il a raison, parce que savoir, c'est accéder à la vision. Tu vois, Antoine de Saint-Exupéry, lui, il affirmait que connaître, ce n'est pas démontrer, ni expliquer, c'est accéder à la vision. Et d'ailleurs, une autre citation que toi tu aimes bien, c'est celle de Proust, qui disait également que le seul voyage, c'est de changer de regard. Et je pense que pour faire ça, en fait, il faut redevenir un petit peu humble, tu vois, bienveillant et curieux comme un enfant. Un enfant, si je rebondis de nouveau sur Saint-Exupéry, à l'image du petit prince qui souhaite voir son âme s'envoler pour retourner vers le Créateur. Et d'ailleurs, le petit prince, quand il part pour son périple, il profite d'un vol d'oiseaux sauvages. Je trouve que c'est un beau symbole. Alors parfois, je pense que peut-être qu'il vaut mieux ne rien savoir plutôt que de trop avoir appris.
Tu vois, c'est un peu le constat de Socrate, la seule chose que je sais est que je ne sais rien. Alors pourquoi se placer dans cette posture d'ignorant, j'en reviens à ça, au sens de vierge de connaissance, eh bien pour être comme un vaste terrain. Conscient que quand le terrain il est trop bien cultivé, trop bien ordré, eh bien une forêt pleine de mystères et de vie, elle est absente, elle n'est pas là. Et ces mystères, justement, peuvent s'éclaircir en partie grâce à la langue des oiseaux. Donc, pas se fier à l'orthographe, à l'écrit, mais d'entendre les cris, c'est-à-dire ceux des oiseaux, des mots. Ça, tu le comprends très bien si tu es un fervent lecteur de Louis-Ferdinand Céline. Et ça, c'est important, l'oralité, parce qu'elle amène l'écoute pour décrypter. Parce que la langue des oiseaux, bien entendu, elle a trait au symbole. Donc, en grec, c'est ombolum, ça signifie quand même découvrir. Enfin, Gilou, tu me reprends si je me trompe. Hein. Mais découvrir par cette langue des oiseaux. Appelée aussi, en fait, langue des anges, langage originel. On a retrouvé ça chez Platon, Grasset d'Orsay, Fulcanelli, Jung, et même chez Saint Paul. Tu vois, quand il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Donc, tu as toujours cette analogie, chaque allusion à la langue secrète. Exactement. Et si on reprend les mots de Jésus eux-mêmes, tu vois, qui sont liés au psaume de David, là, je trouve que c'est intéressant, en fait, ce qu'on peut en découvrir, je pense, en cherchant un peu plus. Tu vois, il dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben avec sabachthani, tu peux très bien raisonner de la manière suivante. Sabachthani, Abba damné, donc Abba damné, condamné au bas lieu, dont on a fini par faire abandonner. L'idée de placer en tombeau, donc tomber de haut, donc sur terre. Donc tu vois, après il faut aussi prendre conscience que parfois il y a une incertitude des sons. Mais des fois, tu dois rajouter des lettres, même par exemple le E muet. Si on prend le nombril, puisqu'on est en train de parler de vision, nombril c'est ne, ombre, il. Donc l'œil sans ombre, dans l'idée l'œil sans paupières. Ou alors parfois tout simplement... Je suis parrain d'une petite, mon meilleur ami DJ là d'ailleurs, de funk, ça va plaire au Mosinor, Verduras. Et je l'avais déjà une fois mis les prédictions de Colline, je vous avais déjà fait une fois écouter la petite Colline qui faisait des prédictions. Et puis elle, au tout début, je pense qu'elle avait 3-4 ans, elle disait c'est monsieur Nombril. Puis vu que tout le monde croit que j'ai une dimension égotique gigantesque en tant qu'illustrateur, alors que bon ben voilà, quel illustrateur ne doit pas foutre son ego dans ses encres pour essayer de faire parler sa voix. Mais un bon illustrateur, c'est ses dessins qui restent et ce qu'il dit à la limite on s'en fout. Regardez les mauvais dessinateurs comme Gueluc, enfin c'est pas un mauvais dessinateur, mais tous ceux qui font passer le discours avant, ça se casse la gueule. Après si tu arrives à faire le bon dosage, discours et dessin, comme le fait Druyet, ça marche. Mais tous ceux qui ont un discours, je veux dire, Gueluc, c'est quand même celui qui a défendu les musulmans contre, avec l'attentat de Charlie Hebdo. Hein. Enfin, bref, on est là. Hein. Petite parenthèse. Ouais. N'est pas Choron qui veut. Hein. Même si Choron est un immense profane dégénéré. Tout à fait, Thierry. Alors, vas-y, je te laisse continuer. Alors, retour, je sais. Message dans le chat sympa. Mandrill, man who drill, homme qui creuse des tunnels. C'est juste. Oh putain, il est et qui est marqué, puisque c'est marqué. Binimax. Putain, Docteur Binimax, viens dans le Discord, je te fais monter, c'est trop bon. Elle est trop belle. Donc je reprends où j'en étais, je parlais du nombril, c'était ça. Oui. Ouais, donc je disais aussi que parfois en fait il suffit de voir l'élément en question. Ça peut paraître tout bête, mais le mot hiver, tu vois, puisque le contraire ça se marque souvent par i ou un, ben hiver c'est i, donc non, vert. En fait, l'hiver c'est la saison sans verdure. Tu vois, puis la langue des oiseaux, elle peut aussi se mélanger avec d'autres éléments, comme l'archéographie. Ça, je vais en parler après. L'archéographie, elle nous permet, elle, d'apprendre certaines choses sur les lettres, la graphie et les sons. Tu vois, on apprend que les sons ge et que, par exemple, sont similaires. On retrouve ça dans les noms romains, comme Gneus, par exemple, qui s'écrivait Kneus. Et puis ça, en fait, ça permet d'aller chercher encore différemment. Par exemple, Égypte, le E, AI, c'est comme dans pays, Gypte. Puis puisqu'on peut interchanger ge et que, Gypte, Kypte, Copte. Tu as Copte, et Copte, le pays des Coptes. Puis ça donne bien l'alphabet copte, tu vois, qui est bien l'héritier moderne de l'Égypte hiéroglyphique. Moi, je pense qu'il faut voir un peu les choses sous cet angle-là pour retrouver l'origine des mots. Puis ainsi, vu qu'on parle de la vision, on peut toujours aborder le premier élément, celui dont tu veux parler après, le soleil. Et ces Coptes dont on vient de parler, ils voyaient le soleil comme le seul œil. Donc le soleil comme l'œil du monde. Et le soleil, on en a eu des représentations avec cet œil, justement. Cet œil dans un triangle. Où il a aussi été représenté par ce qu'on appelle une fleur de lys. Mais fleur de lys, ça, on peut retrouver la même chose. Fleur de lys, fleur d'Élie, tu retrouves Hélios en grec, c'est le soleil. Donc Élie, soleil. Ou par exemple la fleur de lys étant le symbole de la royauté, le roi soleil, etc. etc.
Et le soleil, le 25 décembre, il se prépare à repartir, puis il était fêté chez les Romains comme le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, qui a été remplacé par Jésus, le sol justicier, le soleil de justice. Donc à nouveau cette idée d'absolu, comme Dieu qui voit tout, le soleil, il est symbolisé par l'œil au centre de l'univers qui perçoit en fait tout ce qui se passe. Puis même chez les astrologues. Hein. En parlant d'astrologues, de mages, de Zaipus, souvenez-vous, le Zaipus dans les visiteurs, Per Horus, et Per Ra, et Per Solem Exactement. Invictus, par le soleil vaincu. C'est le petit mush-up qui nous a fait Katsug des visiteurs. Incroyable. D'ailleurs, très drôle de voir la vidéo qu'a fait. Bravo Katsug. D'ailleurs, c'est très drôle de voir la vidéo je me suis maté un petit bout parce que j'ai un peu de peine, mais de Rochdi là sur la chevalerie, et puis il prend l'exemple des visiteurs avec justement le monde moderne quand il passe la théorie est pas mal. C'est que passer le tunnel du temps, les couloirs du temps, et ben Montmirail, le chevalier, lui, il se transforme en espèce d'être cristallin parce qu'il a sa foi, sa foi ardente et puis ce désir d'amour, ce Incendium Amoris de retrouver sa Fénégonde là. Et puis Jacouille, lui, il traverse la modernité comme le chevalier, mais lui il se corrompt. Et c'est pas pour rien quand il se transforme à la fin avec ce morphing tout pourri qu'ils avaient fait analogiquement, ils ont dû se casser le cul pour l'époque, sans fond vert, sans rien. Ben, lui il se transforme en bouse. C'est-à-dire que je trouvais bien cette analogie de dire que les deux esprits du Moyen-Âge propulsés dans le temps moderne récapitulent la dégénérescence humaine, c'est-à-dire que le chevalier, lui, restera toujours une valeur de transparence et de dureté et de cristallisation de l'Esprit Saint, on va dire, voilà, de la personnification de l'Esprit Saint, tandis que le fourbe, du Jacouille devenant Jacquard, noble, et puis c'est justement le chevalier qui lui disparaît, il n'y a plus de descendance, il est plus présent, il n'y a pas d'équivalent de... Elle croit d'ailleurs dans les visiteurs, ça y est, je vais plus loin que Roche dit, mais elle croit que c'est son ancien oncle qui est mort en rallye, qui serait un artiste en fait, ou un comédien, un cascadeur, puis lui il est mort, puis elle croit que c'est lui, donc il est certainement mort, puis vu qu'elle voit Montmirail, elle croit que c'est lui. Et Jacouille, lui, il est vivant, c'est Jacquard. C'est la noblesse dévoyée, enfin c'est le gredin qui est devenu un faux noble, donc un espèce de bourgeois rentier, quoi. C'est énorme. C'est vrai que dans les visiteurs, il y a toute une analyse assez rigolote qu'on pourrait faire symbolique. C'est certain, il y a beaucoup d'éléments. Mais justement par rapport à... Attends, vas-y Gilou, vas-y Gilou. Ouais, Symbolone, tu lui donnais quel sens? Le sens de soulever, découvrir. Ah, soulever, découvrir. Oui, d'accord, oui. C'est... comment dire? Oui, ça a le sens de rapprocher les choses par la pensée, en fait, vraiment faire des supputations, interpréter. Enfin, le verbe symballo. Bon, alors Esteban secondaire, là, je vois juste dans le chat, retourne dans la chaîne, je vois tout à fait quelle vidéo tu as dû regarder qu'il a posté aujourd'hui, je vais même pas le citer. Bref, si vous voulez le salafisme du christianisme, allez sur sa chaîne, mais faites-moi pas chier. Donc Esteban, soit dans tes prochains commentaires, je vois que tu as un bon gap et que tu es sur la déconne, c'est bien pour ça qu'on est aussi sur cette chaîne. Je veux dire, le monde il est assez astringent et assez acide comme ça, pour nous permettre aussi de nous lier, puis d'échanger aussi de la déconne et du cinéma, de la littérature, et Dieu sait comment après, je vais vous citer des trucs de malade de toutes mes recherches que je fais en ce moment. Mais si c'est tu me faire ton ayatollah, puis ton salafisme foutez le camp. Je vous dis tout de suite, et je vais avoir le doigt facile dans les bannissements. On est là pour apprendre et puis parler de trucs. Voilà. Très bien. Ça, c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que je disais? Oui, un symbolone, c'était un objet au départ qui était brisé en deux. Et chaque personne, t'as deux personnes qui avaient une moitié. Et qui en fait étaient liés l'un à l'autre, soit par un fait d'hospitalité, soit par quelque chose que Mandrill expliquera beaucoup mieux que moi, le don contre don. Et en fait, ça pouvait se transmettre même à la descendance. Et c'est comme deux bagues magiques là dans des paquets de céréales. Tu les assembles et les deux personnes voient qu'elles sont liées. Au départ, le symbolone, c'était ça.
Merci pour la précision. Voilà, et dans l'esprit, c'est vraiment l'assemblage des choses, c'est un mode de pensée qui est lié à la supputation, à l'hypothèse, à percevoir des mécanismes et surtout à les assembler. Sinon, c'était très intéressant ce que tu disais. François, je viens de te Et titiller. donc ça se rejoint aussi, c'est très bien. Je viens de te titiller sur le résumé des bandes de la radio. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu as des petites remarques à faire par rapport à tout ce qui a été dit? Parce que je sais que tu es toujours discret, tu es toujours dans le saint silence. Mais est-ce que tu as une petite intervention à faire que tu aurais envie de dire ou est-ce que tu as vu quelque chose dans le chat d'intéressant? Je suis en train de lire justement le chat. Pour le moment, j'ai aucune remarque à faire. J'écoute attentivement. C'est très intéressant. Toutes les remarques qui ont été faites, je me nourris actuellement. Ok, alors on boit tes paroles, Viso, continue. De toute façon, oui, Voilà. après Vezo, j'aimerais on va pas rester dans la thématique solaire Oui. mais seulement après qu'il aura terminé de parler qu'il aura eu à dire ce qu'il a à dire. J'aimerais du coup, comme je te l'avais dit, parler un peu à mon tour du roi de France, justement. La nature du double corps du roi. C'est ça. La double nature du roi. Double corps du roi, mais qui est aussi une double nature. Viso, Ah, vas-y, donc ça fait continue. aussi le lien avec le roi soleil. Ok, je reprends en fait par rapport aux astrologues, puisqu'on s'en était arrêté là. Et puis en fait, le soleil, même chez les astrologues, il est représenté par un grand cercle avec un point central, élément qu'on va retrouver d'ailleurs juste après. Donc le soleil, l'intellect, la conscience, et même dans le tarot de Marseille, hein, que connaît bien mon filleul Nawel. Pour ceux qui sont d'ailleurs dans le chat et qui écoutent, hein, je tiens quand même à le dire, Nawel, c'est celui qui a cassé la gueule 2 fois à Mandrill hein, dans les Apocalypse. Donc tu me coupes plus mon micro, Mandrill. Champion, multi-champion suisse de karaté, excellent C'est ça. compétiteur, santé hallucinant. Un super pote. Donc voilà, le soleil c'est l'intellect. En fait, quand la lune elle est le mental, d'accord, elle change suivant les cycles, d'où l'idée d'être lunatique. Hein. Et la langue des oiseaux, elle permet de voir ça. Sachant que l'animal qui a la meilleure vision, c'est l'aigle, un oiseau dont la vision est unique parce que c'est le seul oiseau qui puisse regarder le soleil directement. Et là, on pourrait penser aussi que c'est un hasard, mais pourtant le soleil, qui est lié à l'élément le plus pur, hein, le feu, on pense au feu de la Saint-Jean, quand le soleil est à son maxima, et Saint Jean l'évangéliste, il est symbolisé dans le tétramorphe par l'aigle. Et Jean, Donc on le pourrait tétramorphe, rebondir vous sur avez les Janus, amis, vous avez vu dans les églises, dans les tétramorphes, il y a les 4 évangélistes qui sont symbolisés par C'est les ça. 4 animaux. Si jamais vous repérez le buffle, après il y a l'ange aussi. mais tu as pas l'image numéro 7, Mandrill? Mais bien sûr que j'ai l'image numéro 7, fieux. Hein. Pour que les gens comprennent ce que c'est un tétramorphe. Ouais, peut-être mettre le tétramorphe. Ouais, Moi je vais mettre effectivement. le tétramorphe, hein, il est magnifique ce tétramorphe que tu m'as mis en bois. Là ça doit être une chair épiscopale ou un truc, à mon avis, que tu as pompé là, que tu as trouvé, qui est magnifique. Mhm. J'en ai vu un en Italie en allant à Bergame qui était totalement magnifique, mais je l'ai pas retrouvé. Voilà, chaque évangéliste est associé à un animal. Donc voilà, je faisais le lien avec Saint Jean et l'aigle, et je rebondis sur Jean. On peut faire aussi ici une écoute Janus, d'accord? Janus qui a un rapport concret avec la porte, c'est Janua en latin, ma prononciation est approximative, hein. Mais ça a donné janvier, hein, qui ouvre l'année. Et le soleil, ben, c'était considéré comme la porte unique vers le ciel. Et le soleil, Hélios en grec, pour le dieu du soleil, avait le pouvoir de création. Hélios, Élie, encore un rapport avec l'absolu puis le créateur. Et Élie que l'on retrouve aussi dans la pierre d'Abydos. Ça, je sais pas si je t'ai envoyé, Mandrill, mais où tu as les apostrophes au soleil. Elle, tu vois, on entend tout ça. Et puis j'ai pensé aussi à faire un petit clin d'œil à Tiki, parce que même chez les Incas, hein, Inti, le fils de Viracocha, il est représenté par un soleil à face humaine. Chez les Égyptiens, tu as Phré, et puis c'est un mot qu'on entend et qu'on retrouve dans Phrène, le cerveau, en grec. Donc à nouveau ici, soleil, intellect, on voit les rapports. Et puis là, on pourrait penser en fait que c'est des élucubrations un peu d'un prof de culture générale, mais il y a des ouvrages du 19e siècle qui traitent de ça bien mieux que je saurais jamais le faire. S'il y a certaines personnes qui sont intéressées, je le mets volontiers dans le chat, le titre de l'ouvrage. Mais voilà, j'en reviens au soleil. Le soleil qui est l'astre. Astre, ça vient aussi de ast. C'est un mot synonyme chez les Gaulois de et, le feu. Et on va retrouver ça dans castel, dans chaste, dans châtier, donc dans rendre pur. Donc maintenant, je voudrais juste revenir parce que tu vas en parler. Enfin, je vais pas revenir, rebondir parce que tu vas en parler juste après de l'alphabet proto-sénaïtique. Est-ce que tu as une image par rapport à ça, Mandrill, s'il te plaît? Alors toi, tu m'en avais mis une, non? Oui, je pense que je t'ai envoyé l'alphabet proto-sénaïtique. Oui. Semble-t-il que
que c'est fait. Alors, bah, j'explique rapidement, de toute façon, elle va venir. Ouais, Donc, non, la lettre O, dans cet alphabet, le cercle complet, donc le cercle O, ça représente toujours la totalité. Hein, donc, et c'est une forme observable du soleil, et ben c'est symbolisé par un seul œil. De nouveau, soleil, seul œil. Et l'œil, il énonce ce qui peut se voir et ce qui peut se regarder. Et là, voir, pour moi, tu vois, c'est simplement voir ce qui est là devant mes yeux, qui peut être vu ou qui se montre. Mais regarder, ça implique une initiative. Il y a une différence entre voir et regarder. Parce que regarder, ça implique une orientation du regard vers tel objet ou tel point. Il y a quelque chose de plus intime, plus caché, puis ça nécessite un travail. Donc voilà, bref, il y a déjà pas mal d'éléments hein, par rapport à cette langue des oiseaux, mais en fait, elle permet, cette langue des oiseaux, d'aborder la philosophie, la spiritualité, la religion, puisque comme tu le sais, je suis très pratiquant, avec un œil et une oreille différents. C'est un passage possible de l'invisible au visible, en somme de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est toujours cette même idée de passage entre ce qui est caché, secret, à ce qui se dévoile. Tu vois, un passage de l'écrit, puisqu'écrit, ça vient de scrit, avec le E muet, secret, secret, à l'oral. J'en prends pour preuve les prêtres égyptiens qui, pour asseoir leur autorité, ils ont mis leur connaissance dans une écriture secrète. Donc on peut entendre aussi simplement ça dans d'autres mots, comme le mot deuil, avec cette coupure, la moitié, le dé de l'œil, puisque le chagrin nous coupe d'une vision d'un défunt qui ne verra plus le soleil. Et c'est pour ça que chacun en fait part en voyage en terre inconnue. C'est ce que je fais, afin de découvrir, c'est-à-dire enlever ce qui couvre quelque chose, donc tu vois pas qui est caché. Et je répète ce que disait Proust, hein, mais le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. Puis je terminerai par une citation de Céline, avec les mots « On ne se méfie jamais suffisamment ». Voilà, François, je te laisse. Mal rebondir nommer là-dessus. les mots, c'est rajouter du désastre au monde. Je sais plus qui. Mal nommer les choses, Mal nommer les choses, c'est rajouter du du malheur. Du malheur. Et c'était Camus, ça. Camus. Albert Camus. C'est bon ça. Ça c'est bon, hein. Ça c'est de la punchline, hein. C'est pas du rap ça. Hein. Ça c'est de la punchline, hein. C'est pas du vieux rap. Bon alors, l'alphabet, on a entendu le mot alphabet proto-sinaïque ou prono-sinaïtique. Sinaïtique. Sinaïtique, ouais, oui. non pas du Sinaï, non sinaïtique. Mais ça vient du Sinaï. Ça Oui, vient du mais Sinaï, justement, parce j'ai qu'en fait fait, le il s'est lapsus. découvert là-bas. Ouais. Alors on le connaît, alors, c'est plus facile de prononcer proto-cananéen. C'est un des plus, pas le plus, mais un des plus vieux alphabets connus. On peut aussi dire l'alphabet linéaire, qui serait né plus ou moins 2000, moins 1300. Ouais, moins 1400, moins Ouais, 2000, c'est plutôt mais qui proto-araméen. existait, en Ouais. tout cas utilisé jusqu'à 1050. Les dernières traces, c'est 1050. Donc c'est 23 signes distincts. Donc tiens, 23 signes, vous voyez bien le lien, c'est vraiment c'est l'alphabet qui va donner, on va dire, l'influence pour tous les autres. C'est un peu l'ADN commun. Surtout avec l'hébreu. Surtout avec nos amis hébreux. Nous Oui. avons des amis juifs, bien sûr. Alors, c'est Bah, issu d'ailleurs, des hiéroglyphes. je me permets de te couper juste avant que tu recommences, parce qu'en fait, c'est le fait de connaître l'hébreu qui a permis sa découverte. Parce que je crois que c'est Gardinier, qui est un archéologue, qui avait réussi à déchiffrer cet albanais, pardon. Albanais, qu'est-ce que t'as, toi? Je sais pas Déchiffrer. pourquoi j'ai fait ça. Tu veux déchiffrer un albanais? Je vais te montrer, va essayer de déchiffrer un albanais. Tu t'es fait vacciner, Ah, Albanais, pardon. ou... Pardon. Désolé. On a permis de déchiffrer cet alphabet grâce en fait à l'hébreu. Voilà, je continue par ici. Mais t'as réussi. Bon, alors c'est bon. On le voit bien, hein, vous le voyez. Hein, j'ai une carte météo là. Hein, c'est issu de l'alphabet, enfin des hiéroglyphes anciens. Et il y a une des formes où, alors je sais pas, moi j'ai fait des recherches. J'avais vu ça avec mon prof d'archéologie, Martin Roset, enfin, prof de théol et archéologue. Il était génial ce prof. C'est le site, j'aime bien le Serabit Al-Kabim. Serabit Al-Kabim. Comment tu traduis ça, mon cher ami Gilou? Ça... Je vais faire une très mauvaise blague, donc... Ok, non, on va éviter. On va éviter. Serabit Al-Kabim. Et c'était une petite statue de sphinx sur laquelle avait écrit des inscriptions dédicacées sur cette statue de sphinx. On avait des écritures donc proto-cananéennes, si vous voulez, sur une figure égyptienne, avec une dédicace à la déesse phénicienne Attar.
Puis on arrive à dire que c'est du moins 1800 à moins 1400 plus ou moins. On a 400 ans de battement, on ne sait pas trop. Alors les amis, la déesse Atar. Parce qu'il n'y a pas que Sacha Grey comme déesse. Non, je rigole. Et si vous voulez délirer et puis vraiment vous faire du bien, et puis voyager, vraiment voyager, comme disait Céline, voyager c'est de voir l'œil autrement, enfin de regarder autrement, vous tapez, Hathor a raison, Hathor. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Alors vous allez... Attire en grec. Alors voilà, regardez-moi cette bombasse. La déesse Hathor. La déesse de l'amour, de la beauté, ça c'est Wikipédia que je sors, j'ai montré un. De la musique, de la maternité et de la joie. Ah, putain, ça envoie du lourd. Hein. La déesse de l'amour, de la beauté, de la musique. Donc elle a la dimension apollonienne et aphrodisienne. Désolé, j'ai merdé. Et en fait, elle est confondue souvent avec Nout. Regardez-moi l'image de Nout. Ça vous fait penser à quoi? En fait, Hathor et Nout, enfin en tout cas pour Hathor, elle est souvent associée, cette déesse était souvent associée aux étoiles. Et bah comme oui. Nout, Oui, parce qu'elle est céleste. C'est le déesse Je suis céleste. désolé, je fais que de loser là. Oui, elle consomme les étoiles et elle leur redonne naissance. Elle les accouche. Oui, ben c'est celle qui a eu plus d'enfants à son nom. C'est ça. Regardez-moi cette bombasse. Bon là, bien sûr. Regardez-moi ce dessin comme il est hallucinant. La déesse Nout. Plutôt que vous paluchez sur du porno dégueulasse californien sponsorisé par qui, regardez-moi Nout. Geb et Nout. Moi, je vous dis, Wikipédia, les gars, même, vous n'êtes pas obligé d'aller en faculté de théol. Vous pouvez déjà faire des recherches pour après aller grailler. Moi, je me souviens, à 20 piges, j'ai tout un rayon de bibliothèque sur la mythologie égyptienne. C'est juste génial. Après, bien sûr, il y a les déesses aussi mésopotamiennes et tout ce que vous voulez, tout le soin de soin. Là, j'ai fait une petite sélection de trucs rigolos de YouTube. Alors, Astarté, pardon, qui est magnifique aussi. Regardez-moi ces trucs 3D tout pourris que j'ai chopé des trucs 3D de notre cher Hathor. Elle envoie du lourd, hein. Ça, c'est le hiéroglyphe. Et puis, ouais, ça c'est magnifique. Hathor, regardez-moi, c'est de bombasse. Et puis là, j'ai trouvé ça ridicule. Egyptian Goddess of Love. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu, elle est plutôt asiatique. Puis c'est pas une affiche, on dirait un truc du Cirque du Soleil. J'ai vu ça, j'étais là, oh, c'est Kali-Yugesque. C'est du Brothers pharaonique, nous dit King Mais tu sais que il y a eu assez de péplums un peu graveleux qui ont été faits avec des décors tout carton-pâte et puis des sceptres de pharaon très 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 serpentesques. Alors, je suis d'accord avec Agonie du Christ qui nous dit que Nefertiti est le canon ultime. Il faut que tu montres Nefertiti. Là, je vais montrer Nefertiti. Alors, ça c'était la petite intro pour parler un petit peu d'iconographie et de scripturaire, entre guillemets. Petite intro. Faites des recherches sur alphabet proto-sinaïtique, pardon. J'arrive jamais à le prononcer, j'ai toujours eu de la peine. Plutôt vous tatouez des kanji japonais ou des idéogrammes chinois. Vous savez même pas ce que vous foutez. Faites des recherches, trouvez-vous un pote geek, demandez-nous. Faites-vous tatouer au moins un truc qui fracasse puis qui renvoie à quelque chose d'un petit peu plus pertinent et mystique que de la chinoiserie ou du l'otaku de deuxième zone, quoi. Donc voilà, magnifique Nefertiti, matez-moi cette bombasse. Ah ouais, elle est pas mal. Il y a une version 3D là, je trouve assez rigolo. Ils ont essayé de. Ah non, ça c'est une. Non, ça c'est une. À mon avis, c'est une restauration qu'ils ont essayé de tenter du modèle, ouais. Avec colorisation. Non, c'est un modèle 3D. Modèle 3D. Avec les yeux. Sachant qu'à la base, toutes les statues avaient en plus des recherches de pierres transparentes et lumineuses. Donc quand tu rentrais dans ces temples, tu vois les yeux qui brillaient, ça devait être incroyable. Marcassin dit Pépita de pyramide était pas mal non plus. Pardon, je suis désolé. Ils sont en forme. Pépita. Ah ouais, non, celle-là, oui, cette photo. Non, mais Marcassin, je te salue. Marcassin, il va passer dans le live une fois.
J'en dis pas trop, il va me faire... En fait, ça va être un appui avec le génialissime Katsugen. Il m'a déjà fait des trucs en 3D, ce mec est génial, il a plein d'idées. C'est superbe. Et c'est un super bon gars qui est d'ailleurs très présent dans les chats de toute la mysticosphère, chez Pierre-Yves Lenoble et tout. On a enfin pu communiquer ensemble. Et je me réjouis de collaborer avec lui. La mysticosphère, on n'est pas comme dans Furia, là. Je sais pas combien de temps ça va durer d'ailleurs, leur magazine Furia. Parce qu'il y a des tels égos dans le truc que, à mon avis, entre du Stéphane Edouard, Papacito, Rushdie, Marceau, ouais, ça risque d'être... ça peut être super intéressant, hein, on verra, mais ça peut être violent, quoi. Il y aura des étincelles, ouais. Ça va péter, là. Ça va péter. Ça va péter, là. Ça va péter. Bon, les amis. Ça a pété, d'ailleurs. Vas-y, Viso, t'as toujours le tunnel est à toi, creuse la pioche, on mange tes gravillons, tout. On avale. Écoute, non, mais puisque tu as parlé d'Hathor, hein, Hathor qui était la parette d'Horus, hein, donc celle qui est assise à ses côtés, ça veut dire en fait c'est un culte inférieur mais qui est associé à celui d'Horus. En fait, ça me fait penser à nouveau à quelque chose, c'est Hathor, c'est Atyr en grec, et puis j'ai un élément de réflexion là-dessus, parce que les Tyriens, il me semble que c'était les inventeurs de la pourpre, tu vois, qui venaient des bords de la mer Rouge. On a aussi ça dans mer Tyrrhénienne. Mer Tyrrhénienne et mer Rouge, c'est certainement en fait lié au nom de leurs vêtements, en fait, des couleurs des vêtements que ces peuples ils avaient. Donc Tyr, on a rouge, et A privatif, tu vois, Atyr. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est celle qui est privée du rouge ou privée par le rouge aussi. Et ça prend tout son sens quand on sait qu'Hathor, à un moment, elle s'est transformée en Sekhmet pour punir les humains qui ont voulu défier Ra, et puis qu'elle a perdu sa transformation en buvant de la bière rouge qu'elle a pris pour du sang. Enfin, ça n'a peut-être pas d'utilité, mais c'est ce que ce nom m'évoque. Il me semblait que c'était Bastet qui s'était changé en Sekhmet. Me semble-t-il que c'est Hathor. Après, ce serait encore à vérifier. Mais... Cela dit, la mythologie égyptienne, c'est très 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 bordélique, d'une ville à une autre, ça change. C'est horrible. Dans mon bouquin, en fait, c'est selon ce machin. En fait, il n'y a pas plus. Selon le mien, c'est Hathor, mais après, voilà. Ouais, il y a plusieurs. C'est possible. Il y a plusieurs cas de figure, à mon avis, d'une ville à l'autre. Bon, ayant vécu au Caire, je peux vous dire que les Kairotes, hein, je veux dire, ils ont hérité de ce bordel. Je veux dire, moi, j'ai jamais vécu. J'ai failli mourir. J'ai fait 6 mois au Caire. Hein. J'aurais pu mourir 25 fois en voiture. J'ai failli crever dans le désert. J'ai vécu. J'ai pas fait du tourisme. Moi, j'ai vécu là-bas. Donc, c'était tout du truc underground et tout. Le Caire, je pense que j'ai jamais vu un bordel pareil. J'ai jamais vu un bordel pareil. D'ailleurs, il y a un album sur mon Facebook qui est libre. Mon Facebook, il est libre. Hein, qui s'appelle Sur le Nil. Nihil. Sur le Nil. Parce que j'avais un atelier sur une des îles au Caire. Bref, faut le voir pour le croire. Alors, petite mélopée cette fois mésopotamienne. On est dans les jardins de Babylone. C'est toujours à toi, mon cher ami. Pardon, ok. Je pensais que tu allais faire un petit tunnel. Non, non. Désolé. Des fois, il s'arrête. Ouais. Des fois, je m'arrête. Ouais. Ma copine confirme. Ça m'arrive. C'est pour prendre un autre angle. Bon, bref. Ouais, bah voilà, je voulais juste simplement rebondir sur Hathor. Après, peut-être une précision qui peut être intéressante pour ceux qui écoutent par rapport en fait, à cet alphabet proto-sinaïtique. Il y a un livre qui est assez bien là-dessus, c'est celui de Marc-Alain Waknin, ou Waknin peut-être, qui s'intitule Les mystères de l'alphabet, où justement il décortique ça de manière assez intéressante. Et dedans, en fait, je trouve qu'il donne une petite subtilité qui a du sens. C'est qu'en fait, un alphabet, on est d'accord, c'est peu de signes, mais qu'on peut combiner selon certaines règles pour écrire des milliers de mots, tandis qu'une écriture, comme les dessins hiéroglyphes ou les idéogrammes chinois, ça peut compter des milliers de signes qui ne sont pas un alphabet. En fait, ça va un peu passer... ça va expliquer ce passage du pictogramme à l'idéogramme, tu vois, de l'écriture de choses à l'écriture d'idées. Donc en fait, après, si tu veux, tu as une diminution de l'image, puis une augmentation du sens, quoi. Puis c'est avec l'influence du monothéisme, hein, me semble-t-il, c'est Akhenaton, où l'hiéroglyphe, il va se débarrasser de certaines images, et on va aboutir à la tentative alphabétique du proto-sinaïtique. Et justement, pour terminer, l'alphabet proto-sinaïtique, il a commencé initié une nouvelle discipline qu'on appelle l'archéographie.
Et dans cette discipline, il y a un autre Suisse qui s'appelle Naftali Lévy, je crois. Il a un site qui s'appelle Fondation Archéographie. Je crois que c'est fondationarchéographie.ch. Et c'est une nouvelle discipline qui va en fait désigner l'analyse et l'interprétation des mots en fonction de leurs racines étymologiques, mais aussi en fonction de la forme graphique originaire des lettres qui composent ces mots. Tu as parlé la dernière fois du A, par exemple. Puis ça va venir enrichir le sens étymologique par un dialogue qui va jouer entre l'œil et l'oreille, quoi. Puis on va pouvoir observer ça, tu vois, le A en proto-sinaïtique, bah, c'est une tête de taureau, comme le Aleph. Le B, c'est une maison, tu vois, c'est Beth en hébreu, comme Elisabeth, la maison d'église. Le M, c'est des vagues, comme la mer. Enfin, il y a la mer qui perd les eaux, etc., etc. Donc on va pouvoir avoir des nouveaux éléments d'analyse. Le O, c'est un œil, c'est un Ain. C'est ça, Aïn, c'est juste. Le Eta, c'est le Het, c'est un hôtel. Je sais pas ce que j'ai juste les barres, donc je demande hein, si vous savez ce que c'est. C'est possible, enfin moi j'ai pas sous les yeux les éléments là. Faudrait que je renvoie si tu peux mettre. Le Eta, c'est-à-dire c'était aspiré au départ. C'était un. Ouais, le grec c'est encore autre chose. Ouais, la lettre Het qui ressemble comme ça, moi ça m'évoque un hôtel, mais je sais pas. C'est pour ça que je demande. Ah oui. Alors, il y a le Colosna et qui nous dit des choses intéressantes, mais alors ça c'est vrai. Alors, il faut lire Michel Pastoureau sur l'histoire des couleurs. Bon, il est spécialisé Moyen-Âge, hein, Pastoureau, mais c'est toujours le même problème sur toutes les couleurs qu'on utilise. C'est pas comme nous, on va maintenant, je sais pas moi, dans une papeterie, puis tu trouves tout est. Voilà, c'est les impressionnistes qui ont été les premiers à bénéficier de la grande invention des Anglais qui prennent un cylindre en tôle et puis de mettre les pigments déjà tout préparés et de stigmatiser les gammes. Avant, ce qui stigmatisait les gammes, c'était les matériaux eux-mêmes. Hein. C'était le lapis lazuli le plus cher pour faire le bleu magnifique qu'on a dans les très riches heures de Berry, par exemple. On tapait les très riches heures du duc de Berry, un des best-sellers du Moyen-Âge, un truc de malade. Bon, alors le colosnin. Le pourpre était le pigment le plus rare car il venait du pourrissement d'une espèce de coquillage qu'on a laissé fermenter pendant des mois. Pour avoir ce pigment, il fallait 200 cas de coquillage. Oui, ça c'est très connu. Et pas les 3 coquillages de Demolition Man. Le colosnin, il dit, le bleu était plus rare, encore fallait-il du... Ah ouais, il le dit ce que j'ai dit. Quoi. Lapis lazuli, je ne me parle même pas du violet rarissime. D'ailleurs, presque aucun drapeau du monde n'a du violet, même encore aujourd'hui. J'adore le violet, c'est la plus belle des couleurs. C'est magnifique le violet. Soit juste pour rebondir sur ce que tu as dit, le het, c'est un mur, c'est une clôture. Hein. C'est-à-dire c'est un enclos, une barrière, oui. D'accord. Mais le rouge, le pourpre, en plus j'en parle à mes élèves chaque année en latin. Et je leur dis, je les fais rentrer dans la symbolique des couleurs justement par le pourpre, en leur disant que c'est le rouge, comme ce que tu as dit Mandry, hein, c'est parce que c'est très cher et ça dure très longtemps aussi, ça dure extrêmement longtemps et ça caractérise les gens qui sont au-dessus socialement. C'était les chevaliers toscans qui